Farouche et majestueuse, la campagne qui parcourt ce pays rugueux fait de roches abruptes et de maquis broussailleux est à l'image des peuples qui l'ont façonné pendant des millénaires. Au premier contrefort des Pyrénées, l'Ariège sauvage aux 1000 chemins est parcouru par l'un d'eux. Tout particulier, il en appelle à une histoire singulière de ce pays d'oc, rattaché à la France à la fin du Moyen-Âge, après des siècles de développement autonome. Comme les humains le font depuis des milliers d'années, nous allons arpenter ces chemins de crête dessinés par l'érosion en parcourant le mystérieux sentier des Cathares. Au Moyen-Âge, la France est morcelée en plusieurs duchés et territoires indépendants. Et si l'autorité du roi s'exerce au nord, au sud, c'est l'Occitanie. C'est ici que s'est développée au premier millénaire une doctrine chrétienne indépendante du catholicisme qu'on appelle aujourd'hui le catharisme. Depuis Montgaillard, près de Foix, jusqu'à la vieille cité de Puyvert, nous allons emprunter le sentier cathare comme le faisaient déjà les commerçants médiévaux, ravitaillant les forteresses isolées de ce pays aux 1000 montagnes. Passionné par les cathares et leur histoire, Tristan est archéologue. C'est l'un des guides qui raconte cette aventure médiévale et mystique aux visiteurs des ruines du château de Montségur, refuge des derniers cathares tombés au XIIIe siècle. Nous sommes sur un ancien chemin médiéval qu'ont pu emprunter les cathares. Donc ces cathares, finalement, à la base, ce sont d'anciens catholiques et qui eux-mêmes ne se sont jamais appelés cathares. Ils s'appelaient entre eux bons chrétiens, bonnes chrétiennes, bons hommes, bonnes femmes. Et cathare, c'est un mot qui va être donné par les catholiques. On va aussi les appeler parfaits, parfaites pour les religieux et les religieuses cathares. Mais il ne faut pas voir dans ce terme de parfait et de parfaite comme une sorte de terme valorisant. Bien au contraire, c'est du latin perfecta heretica, le parfait hérétique. Le terme cathare, lui, vient du mot grec katharos, qui signifie pur. Il est utilisé pour moquer ces bons chrétiens. Les bons hommes et les bonnes femmes, qui prônent ascétisme et sobriété, refusent icônes et symboles. Les seuls monuments qui évoquent leur existence seront dressés bien longtemps après leur disparition. Cette croix, c'est une croix un peu inventée, je dirais, pour l'occasion. Et en fait, les cathares rejetaient la croix. On s'est rendu compte que justement, dans certains textes, les cathares, des fois, s'amusaient avec le signe de croix en disant, par exemple, que le signe de croix, c'était très pratique parce que l'été, ça permet de chasser les mouches. Ce trait d'humour peut donner l'impression d'une certaine arrogance des cathares vis-à-vis du monde catholique. Mais cette attitude se comprend mieux lorsque l'on considère ce qui a permis l'émergence du catharisme à l'issue du Xe siècle de l'histoire chrétienne. Depuis 476 et la chute de l'Empire romain, l'Europe avait pénétré dans le Moyen Âge. Le nouvel ordre du continent était assuré par l'Église catholique, alors que le monde occidental achevait sa christianisation. Les souverains d'une Europe morcelée en principautés indépendantes voient vite l'intérêt qu'ils partagent avec l'Église pour asseoir leur pouvoir. Ils font donc rapidement allégeance au pape afin de recréer une entité politique centralisée. Mais alors que l'Église catholique est plus puissante que jamais, certains fidèles commencent à douter des bonnes intentions de leur clergé. À l'approche de l'an 1000, certains redoutent l'Apocalypse, mais ils sont encore plus nombreux à critiquer une Église qu'ils jugent corrompue, trop proche des pouvoirs militaires et surtout trop avide de richesses. Petit à petit, des églises alternatives à la papauté se constituent partout en Europe, et notamment dans le sud de ce qui n'est pas encore la France, l'Occitanie ou Pays d'Oc.
Cathares, pour eux, le monde, déjà à l'origine, n'a pas été créé par Dieu, mais par Satan, par un Dieu mauvais en quelque sorte. Ce monde physique, matériel, c'est les forces du mal qui le régissent, qui gouvernent ce monde, puisque Dieu ne peut pas avoir créé un monde où, sur Terre, nous avons les guerres, les famines, les maladies. Pour eux, c'est inconcevable que Dieu puisse être à l'œuvre de ce monde si mauvais. Et donc seul le monde de l'esprit, en quelque sorte là où l'âme est censée se rendre au moment de la mort, eh bien seul ce monde-là, immatériel, est celui de Dieu. Et donc il faut ne pas entretenir ce monde physique par l'agriculture, l'élevage. Il ne faut pas l'entretenir aussi par le fait de bon nombre de procréations, pour ne pas perpétuer trop longtemps l'humanité sur Terre. Et la fin des temps, pour les hérétiques, réglera tout, puisqu'à ce moment-là, finalement, ce sera les forces du mal, Satan, qui aura perdu face aux forces du bien, au monde immatériel de Dieu. Au début du XIIe siècle, le pays est séparé en plusieurs régions qui ne partagent pas la même langue. Le pouvoir du roi se limite au nord de la France, tandis que les seigneurs d'Occitanie jouissent d'une grande indépendance. Riche d'une agriculture généreuse, la région est aussi accueillante aux cultures étrangères qui lui arrivent par la Méditerranée ou le sud des Pyrénées. Sciences, techniques, pharmacopée, culture, musique, de nombreux progrès sont intégrés par cette société médiévale particulièrement dynamique. Il est vrai que si le catharisme a pu avoir une survivance plus importante qu'ailleurs dans les midi de la France, le nord de l'Espagne et le nord de l'Italie, c'est que dans ce sud méditerranéen, les idées circulent depuis fort longtemps. Au Moyen-Âge, par exemple, l'administration languedocienne utilise encore le droit romain. En quelque sorte, c'est comme si on empilait à chaque époque la philosophie, la morale, la science, etc. Et donc, finalement, contrairement au Nord, où on a plutôt un état d'esprit presque un peu, je dirais, un peu viking, saxon, c'est-à-dire qu'on rase tout et puis on met le feu et puis on verra plus tard, on reconstruit par-dessus du neuf. Ici, plutôt, on va empiler les choses. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va avoir aussi une sorte de libéralisme, en quelque sorte, de la pensée philosophique et religieuse. Et cette libéralité va entraîner certains membres à la fois du clergé catholique languedocien, mais aussi de la classe seigneuriale languedocienne, à s'intéresser à la pensée cathare. C'est ici que les seigneurs, comme le seigneur de Montségur, comme le comte de Foix, comme le comte de Toulouse, vont les tolérer, voire même les protéger, puisqu'ils seront au sein même de leur famille. Le comte de Foix, c'est sa sœur, Esclarmonde, qui est hérétique. À Montségur, c'est la mère du seigneur de Raymond de Péreille qui est hérétique, et puis plus tard sa femme, sa fille et sa belle-mère. Et il faut bien prendre en compte, pour comprendre cette histoire, qu'au XIIIe siècle, la tolérance religieuse n'existe pas. C'est un concept qui viendra bien plus tard avec les guerres de religion. À cette époque-là, il n'y a qu'un seul culte, c'est le culte catholique. La richesse géologique de la région est une autre de ses caractéristiques. Au Moyen Âge, les métiers de la mine étaient particulièrement réputés dans le sud, puisqu'on trouvait de l'or dans les rivières, de l'argent, mais surtout du fer en grande quantité. À cette époque de chevalerie, son utilisation est massive et c'est ce qui prévaut à l'installation de nombreuses forges dans la région, comme celle de Montgaillard. Aux forges de Pyrène, encore en service au siècle dernier, un conservatoire de métiers s'est installé où Philippe, forgeron, reproduit à l'identique les gestes de ses aînés. Donc en fait, ces forges-là, qu'on appelait des moulines, existent depuis plusieurs siècles. Elles sont nées au Moyen-Âge, au XIIe siècle. Lorsque cette forge a été construite, son but était de fabriquer le métal, le fer, à partir du minerai de fer, extrait des mines de la montagne, de la Haute-Ariège.
Et donc, son but premier était la transformation du minerai chauffé au charbon de bois dans des fourneaux. C'était la première industrie, en plus de l'agro-pastoralisme qui existait, donc, ce qui a fait de l'Ariège d'ailleurs un des grands pays à faire de France. Certains étaient mineurs dans la montagne, mineurs de fer, d'autres étaient charbonniers. Ils élaboraient le charbon de bois dans les forêts, hein. Ces forges consommaient énormément de charbon. Et puis il y avait les ouvriers de ces forges-là, les forgeurs, qui transformaient donc le minerai en fer. Voilà, donc on est ici en bas de la halle, de la salle, où se trouve le martinet. C'est donc le moulin qui est ici. Le moulin à fer, c'est un gros marteau qu'on voit ici, posé sur son enclume, avec à l'arrière le système d'entraînement, le moulin hydraulique. Voilà, donc vous avez la roue ici, la roue qui est actionnée, qui est mue par la chute d'eau. L'eau arrive de la rivière et va faire tourner cette roue avec un arbre qu'on appelle l'arbre à cames, les cames étant des butées d'acier qui touchent le marteau à l'arrière pour le faire basculer. On tire une perche qui s'appelle la tire d'eau. Et on va donc faire tomber. Et on a utilisé ces machines-là partout, en France et ailleurs, en Europe, hein, durant des siècles. Et c'est à la révolution industrielle, au cours du 19e siècle, que ces machines disparaissent. Allez, Fredo. Ces machines-là avaient, en général, pour fonctionner, 3 personnes. Il y a d'abord le chauffeur. Le chauffeur, c'est celui qui s'occupe de la chauffe des métaux, des barres d'acier, des lingots d'acier. Et lui, il va apporter le métal rouge au fur et à mesure au forgeron. Le forgeron, lui, il est assis devant la machine, mais il était accompagné lui-même de son arpète. Le jeune doit tirer l'eau et regarder surtout, si ça se passe bien, faire attention à tout. Toujours avoir un œil sur la tête du forgeron qui va lui signaler d'arrêter en levant la tête ou d'accélérer en faisant un oui ou de ralentir en faisant un non. Alors, l'histoire du catharisme, elle a peut-être laissé des traces dans l'esprit des gens aujourd'hui, oui, bien sûr. Et puis, le catharisme, c'est un moment de l'histoire locale. Et ce que nous sommes aujourd'hui, bien entendu, on le doit aussi à ceux d'autrefois, qui nous ont légué ce qu'ils avaient, leur culture, leur patrimoine, leur tradition. Et pour l'avenir, justement, de conserver aujourd'hui ce patrimoine, ça permet de se forger une identité, certes, hein, mais en tout cas, ça permet de conserver quelque chose, une culture qui est commune à tous. Hein, et c'est vrai que quand on a des racines, hein, en un lieu comme ici, on voit les choses peut-être, c'est vrai, avec pas mal d'affection. En descendant la rivière sur le même site, c'est au fil de l'eau que David gagne sa vie en séparant des pépites d'or du sable gris et ferreux. Comme depuis l'Antiquité, la présence aurifère dans la région est suffisamment ancienne et importante pour que l'on soupçonne le nom de la rivière d'en être inspiré. L'étymologie du mot Ariège, alors ça apparaît au XVe siècle, origera. Origera, ça veut dire qui charrie de l'or.
De tout temps, l'or a été une matière considérée comme précieuse. Et les premiers qui l'ont exploité chez nous, ce sont les Celtes, qui, lors des invasions romaines, vont continuer à l'exploiter pour le compte des Romains. Et les Romains étaient avides d'or. Ils ont conquis toute l'Europe pour s'accaparer les richesses qui étaient présentes. Et jusqu'à la Révolution française, on va inciter les paysans qui habitent au bord des cours d'eau aurifères à pratiquer leur paillage. L'outil que j'ai dans la main, c'est l'outil traditionnel des orpailleurs en France. Ça s'appelle une bâtée. Et c'est un cône qui peut être métallique, qui peut être en plastique, qui peut être en bois, dans lequel on va concentrer tous les minéraux lourds qui sont présents dans le sable. Parmi ces minéraux lourds, bien souvent, on va avoir un métal encore plus lourd que les autres, l'or. Pour réussir à séparer l'or, on va d'abord imprimer à la bâtée des secousses assez énergiques et notre or, qui est très dense, va descendre. La densité de l'or, c'est 7 fois plus lourd en gros que le sable, la densité moyenne du sable. Petit à petit, il y a de moins en moins de sable et j'ai du sable de plus en plus dense. Sa couleur va changer progressivement. On va arriver à la fin sur une zone de sable noir. C'est essentiellement du minerai de fer dans la région, on en retrouve beaucoup. On évacue les plus gros cailloux et on commence à voir apparaître le sable sombre au fond de la bâtée, dans la partie la plus profonde. J'ai quelques espoirs de voir sous le sable les fameuses paillettes d'or. C'est un travail d'élimination successive et on ne va conserver que ceux qui nous intéressent. Voilà, une petite quinzaine de paillettes, ce qui est finalement assez caractéristique des bons endroits. Avant d'avoir 1 gramme d'or, il va falloir travailler 3 jours. C'est un travail de longue haleine. C'était considéré comme un travail facile dans les siècles précédents, jusqu'à la Révolution française. On y laissait volontiers les enfants et les personnes qui étaient trop âgées pour les travaux les plus importants des champs. Si les rivières de la région semblaient receler de nombreuses richesses, il est peu probable que les Cathares en aient profité, leur religion allant à l'encontre de ce genre de pratique. Les Cathares, c'est un peuple qui préconisait la pauvreté par opposition à l'Église qui accumulait les richesses. Mais c'est aussi le peuple qui a priori, eu la possibilité de cacher le Saint Graal, c'est-à-dire le vase ayant recueilli le sang du Christ, et la légende explique que c'est un vase en or. Mais pour eux, c'était surtout une valeur théologique, bien plus qu'une valeur financière. Ils étaient assez sages pour ne pas être cupides. Les légendes qui entourent de supposés trésors cathares ont parcouru tout le Moyen-Âge et perduré jusqu'à nous par les récits de chevalerie. Historiquement, elles semblent malgré tout dénuées de fondement et en tout cas en parfaite contradiction avec les pratiques religieuses des hérétiques. Tout au long du XIIe siècle, la lutte contre les hérétiques s'était intensifiée en Europe. Partout, ils avaient été brimés, expulsés, arrêtés et même tués s'ils ne rejetaient pas rapidement leur foi pour faire allégeance à l'Église catholique. Mais au tout début du XIIIe siècle, dans le Pays d'Oc, les seigneurs protecteurs des Cathares restent sourds aux injonctions du pape Innocent III, qui finalement lance une croisade contre les Albigeois à l'été 1209. Elle est dirigée par un seigneur d'Île-de-France, Simon de Montfort, qui est en fait l'unique chevalier volontaire à cette mission inédite, la seule croisade jamais conduite en terre chrétienne. En longeant la vallée, les chemins commencent à remonter vers les crêtes. C'est au détour d'un monticule rocheux où les ruines se mélangent aux montagnes qu'apparaît Roquefixade, ancienne forteresse cathare capturée par Simon de Montfort en 1212.
Comme pour la plupart des châteaux de la région, rien ne reste de la forteresse cathare des origines. Les ruines actuelles sont celles de la bastide construite par le roi de France 40 ans après la disparition des Cathares. Chargée de surveiller les invasions espagnoles, cette citadelle a été voulue par le roi comme un symbole de sa victoire sur les hérétiques. Les hérétiques qui n'ont pas été exécutés prennent alors la fuite, notamment par le chemin qui conduit à la place forte de Montségur, résidence à l'époque du clergé cathare. On a des cathares qui se réunissent dans un concile à Mirepoix qui demandent au seigneur de Montségur, qui n'habite pas Montségur, donc de construire un refuge pour ces derniers au sommet de cette montagne. Et donc, ces chemins étaient empruntés par à la fois les commerçants qui venaient commercer donc avec Montségur, approvisionner, mais aussi les hérétiques qui venaient des fois de très loin rencontrer les cathares, les évêques cathares surtout, afin de recevoir le baptême de l'esprit ou d'écouter leurs prêches. Alors, ce qui est intéressant ici à voir, c'est que nous avons des marches assez conservées, assez bien conservées, que l'on appelle des marches en pas d'âne, qui sont très profondes et pas très hautes, pour permettre autrefois aux chevaux, aux mules de pouvoir monter dans le village des hérétiques, et surtout qu'auparavant, les hérétiques ne cultivaient rien autour de nous. Ils importaient toute la nourriture qu'ils pouvaient consommer dans le village. Finalement, les gens au Moyen-Âge étaient bien plus robustes que nous. On marchait en moyenne tous les jours 30 km à pied, qu'importe le dénivelé. Ce qui est assez paradoxal finalement avec cette forteresse de Montségur, c'est qu'elle est connue dans le monde entier. Des visiteurs viennent des quatre coins du monde pour venir voir cette forteresse qu'ils ont vue en photo. Mais finalement, ils se retrouvent face à des murs que les cathares eux-mêmes n'ont jamais connus. Rien ne subsiste du Castel cathare, cette grande bâtisse qui surplombe le rocher de Montségur et sur lequel sont accrochées les maisons du village protégées de murailles. Les ruines actuelles proviennent du château dressé par le roi de France 40 ans après le siège, pour prévenir l'invasion espagnole des Pyrénées. On voit encore dans la roche la mémoire de ce château cathare. Je me trouve en fait en face de 3 marches, qui étaient la porte d'entrée qui permettait d'accéder ensuite au château du Seigneur au-dessus. Donc nous avons le jambage de la porte qui se termine comme ça, donc une voûte au-dessus de ma tête. Nous rentrions ici, et ensuite on accédait vers l'ancien emplacement du château du Seigneur, qui bien sûr, avec la construction de cette forteresse bien plus tardive, a totalement disparu, puisqu'ils ont tout simplement démonté le château, les maisons du village, pour ensuite insérer ces blocs de pierre à l'intérieur de ces murailles. On voit des blocs mal taillés, eh bien ce sont des pierres qui proviennent des maisons du village et du château de Raymond de Péreille. Et donc on avait plusieurs dizaines de maisons finalement, plus ou moins importantes, qui s'étalaient sur tout le long du sommet de la montagne, mais aussi en terrasse jusqu'au bord des falaises. Tout simplement, ils ont réutilisé la roche de la montagne. En gros, on va décaisser la pente et ça crée des terrasses
qui permettent de poser des maisons ici avec les murailles derrière. Donc on n'a rien monté d'en bas, à part peut-être le bois pour les charpentes ou ce genre de choses. Il faut savoir que ces murailles étaient très longues, de plusieurs dizaines de mètres, pour permettre de barrer la largeur de la montagne. Et elles faisaient environ peut-être 3 mètres de hauteur. Il faut s'imaginer que bien sûr toute la montagne de Montségur était pelée en quelque sorte, pas un seul arbre. Pour aussi une question défensive, à la fois parce qu'on avait utilisé le bois pour le chauffage ou que sais-je, mais aussi pour pouvoir avoir une visibilité maximale afin de défendre au mieux la montagne. La maison dans laquelle nous sommes, ce fut la première qui fut fouillée. En fait, tout était recouvert d'un ébouli de terre. En gros, ça faisait une pente raide. Et donc, il a fallu creuser la terre pour tomber à nouveau sur ces maisons. Donc, c'est un village comme les autres, seulement qui vit d'importation. On a le meunier à Montségur, mais aussi la boulangère qui fait le pain mais qui ne le cuit pas, des ateliers de tailleurs. Donc en fait, on a tous les corps de métier qui font qu'on a aussi une économie qui tourne au sommet de la montagne, finalement. Alors là, tu as la vue sur les anciens chemins qui menaient à Montségur, qui provenaient donc de villes, donc Lavelanet, de Bélestat et autres. Et donc ce sont par ces chemins-là, par ce côté-là, finalement, que les marchands venaient ravitailler la montagne avec leurs mules. L'économie de Montségur, elle est due à plusieurs choses. À la fois le don des hérétiques vis-à-vis de l'évêque, des diacres, etc., qui font donc des dons, comme c'est le cas chez les catholiques finalement, à la différence que les cathares ne demandent pas d'argent. Si on leur donne, ils le prennent, mais ils n'en demandent pas. Ils ne font pas la quête. Et donc, on a à la fois cet argent-là qui vient des fidèles, mais aussi l'évêque cathare qui va jouer un peu le rôle de, je dirais, de banquier en quelque sorte, puisque les hérétiques ne peuvent pas mettre en dépôt leur argent chez les catholiques, puisque sinon on leur saisirait. Donc, ils n'ont confiance qu'en l'évêque cathare. On a aussi parmi la population un grand nombre de familles seigneuriales qui ont dû s'exiler à Montségur, puisque leurs châteaux, leurs terres dans le pays ont été pris par l'armée croisée à une époque. Et donc, ces gens-là ont des moyens. Mais mis à part de l'argent et des livres, les cathares n'avaient rien d'autre. La répression contre les hérétiques se poursuit durant les décennies suivantes, pendant lesquelles l'Église reprend progressivement du pouvoir en Occitanie. Mais en 1233, le pape Grégoire IX confie la charge des tribunaux d'inquisition aux dominicains, réputés particulièrement durs. La violence déployée contre les cathares s'intensifie. Les derniers cathares, brimés et poursuivis, cherchent refuge dans des places fortes comme celle de Montségur, qui voit bientôt sa population augmenter, surtout en raison de la présence des représentants du clergé dans la forteresse. Quittant l'Ariège momentanément pour une incursion dans l'Aude, c'est autour de Puyvert que se raconte maintenant une autre des particularités de l'Occitanie médiévale. Son foisonnement culturel qui permit de tolérer les cathares a également vu naître et se développer l'art des troubadours, d'abord occitan avant de se répandre partout en Europe. Le château de Puyvert et les statues qui l'occupent ont été utilisés comme référence pour la recréation des instruments dont se servaient les troubadours. Les formes ont été copiées, les matériaux imaginés en fonction des connaissances archéologiques,
et les reproductions ont été fabriquées par déduction successive. Animatrice au musée du Kercorbe et dans le château de Puyvert, Myriam fait découvrir aux visiteurs d'Occitanie l'art des troubadours. Alors vous pouvez fermer les yeux et imaginer que vous êtes dans la salle des musiciens. Vous festoyez tout en mangeant et tout d'un coup vous entendez le tambour et la flûte. Flûte à 3 trous. Mais qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'il y a une flûte? Si on regarde bien le visage, on voit qu'il y a une boursouflure là. Et c'est effectivement la trame de la flûte. Le psalterion. Donc un instrument à cordes pincées. C'est un petit peu l'ancêtre de la harpe. Les musiciens, ils sont très différents. Je ne sais pas si vous avez observé les visages. On voit souvent des représentations de musulmans qui jouent à côté des chrétiens. Il y avait beaucoup d'échanges, vraiment. L'Occitanie à l'époque n'était pas définie comme telle, elle n'était pas nommée, c'était pas une nation qui avait une conscience d'être une nation, mais c'était une réalité culturelle quand même. Il y avait réellement une culture influencée par déjà les vieilles civilisations méditerranéennes, donc la Grèce, Rome, beaucoup d'influences aussi arabes, une grande tolérance aussi. Par exemple, quand le pape a demandé aux seigneurs, aux rois de se débarrasser des juifs qu'ils avaient dans leur entourage ou dans leur administration, les seigneurs occitans les ont gardés. Donc il y avait des communautés juives qui ont pu réellement rester. Et donc cette tolérance religieuse peut être une des raisons qui fait que les cathares se sont développés particulièrement dans cette zone. Les femmes pouvaient hériter, ce qui n'était pas le cas dans le Nord. Donc ça change quand même le quotidien finalement et l'état d'esprit. Et aussi les troubadours. On les trouvait dans les châteaux. C'était vraiment la haute noblesse. Donc des gens érudits, des gens cultivés qui avaient donc la connaissance de l'écriture, mais même plus que ça, qui faisaient des rimes très savantes, qui vont chanter pour des seigneurs qui les reçoivent. Ils vont adresser des messages d'un seigneur à un autre seigneur. Et ils vont utiliser une langue qui sera comprise partout, en fait. En quelque sorte, ils unifiaient presque l'occitan déjà à l'époque. Alors, je peux vous faire un chant de femmes, parce que je me dis, bon, les troubadours, c'est vrai, c'est eux qui ont lancé le mouvement, quand même. Ils ont commencé avant, ils ont terminé après. Mais on a retrouvé des textes de femmes, troubaïrites, qui trouvaient, elles aussi. Troubadour, ça vient de troubar. Donc, qui trouvaient les poésies, les rimes et la musique. Donc c'est de l'occitan de l'époque. Voilà, c'est vraiment le texte médiéval. Accenta, mer de so que no poria, tan merancure de lui, dai som cuno, caranc non fi falienza. Amix bas bus penulia captenenza ans busam mais nu fet seguit ballet. Donc ils ont fait une musique laïque et savante et très appréciée des seigneurs occitans. Donc ils ont vraiment développé autre chose que la musique religieuse. C'est vrai que l'Église avait le monopole principalement de la musique, de la culture, de l'érudition, du savoir. Ça traduit justement cette liberté d'esprit, puisque les troubadours, eux aussi, pour la plupart, étaient catholiques, mais libres. Et donc, quelque part, ils ont participé à une culture commune aussi, dans laquelle on retrouvait tous ces codes de valeurs qui concernent l'amour courtois, la largesse, la mesure, la générosité, la jeunesse, enfin certaines valeurs comme ça. On dit encore aujourd'hui le noble chevalier, on parle d'un chevalier comme d'un homme très courtois. Il faut voir qu'à l'époque, les chevaliers, c'était des hommes de guerre avant tout. Et pour que les hommes de guerre se transforment en hommes courtois, il y a quand même un travail qui a été fait. Et on peut remercier les troubadours, notamment, de ce travail-là. Donc les femmes n'étaient plus une proie, mais un objet d'élévation, de transcendance.
Dans le musée du Kerkorb, où ces expériences d'archéologie expérimentale ont été menées, Pierre-Olivier Soula est un luthier à l'imagination débordante, qui, à travers les instruments qu'il invente sur des modèles médiévaux, recrée des sons qui n'avaient jamais été enregistrés. Les vieilles à la roue au Moyen-Âge étaient sculptées dans les fruitiers, dans la masse. Ils n'avaient pas de scierie, tout ça. Et, voilà. Et ils copiaient un peu les instruments, l'organistrum qui était du 9e siècle et qui était joué par les moines dans les églises. Et ça, quand même, ça devait fasciner un peu. Alors les paysans ou les mendiants, j'en sais rien, ceux qui avaient du temps, il y a quelques morceaux de bois qui traînaient, bien secs. Ils ont commencé à creuser des petits instruments, ils ont fabriqué des chiffonnies. Et ensuite, c'est devenu la vieille à roue au XIIIe siècle. Voilà. Et depuis, ça a très peu évolué, sauf dans les formes, dans les sonorités. Voilà, on voit que je suis sculpteur, puisque voilà. Si je la montre de dos, on voit bien que c'est un dos de femme. Un ciel étoilé, d'ailleurs. Hein, avec... Donc celle-là, c'est une pièce de frêne sculptée de haut en bas. Donc voilà, elle s'articule. Je l'appelle la vouivre, ou le lézard vert de Puyvert. C'est la vouivre parce que c'est un peu un serpent. Voilà, elle a une tête, on ne sait pas trop si c'est de serpent ou de lézard. Voilà. Donc, alors j'ai utilisé du métal aussi. Au Moyen-Âge, ils pouvaient mettre des clous dans les violons. Allez, je la fais sonner quand même. Voilà. Là, il est magnifique parce que c'est l'ancêtre du piano. C'est le dulcimer à marteau. Moi, vraiment, les deux instruments, les sonorités, l'une brillante, l'autre un peu plus viscérale. Voilà, avec ces sonorités-là, vous avez un peu l'idée de ce que je suis allé chercher dans le Moyen-Âge. Il y avait des instruments avec du bois, du cuir. Enfin, ils ont vraiment été très, très créatifs, quoi. Juste avant le rétrécissement des gorges de la Frau, impossible à emprunter autrement qu'à pied, se trouve le petit village de Comus, solidement accroché à la montagne. Au bout de la vallée, le paysage rocheux cède maintenant la place à de confortables prairies verdoyantes parsemées de pierres arrondies. Bien qu'éloignées des plaisirs terrestres,
les Cathares possédaient une gastronomie plutôt riche, nourrie de cultures variées, ainsi que d'un apport permanent d'aliments et de saveurs étrangères. Installée depuis quelques années dans le petit village de Comus, au croisement des chemins cathares, Guylaine Caria redécouvre la cuisine cathare qu'elle fait déguster avec gourmandise aux randonneurs de passage dans son gîte. Le monde entier passe à Comus. Comus est un tout petit village, quoi. On est 20 habitants à l'année. En ayant des clients, en essayant de leur faire plaisir, c'était le but quelque part, de faire connaître la région et les plats du pays, ou les plats cathares que j'ai découverts ensuite. Et j'ai trouvé que c'était plein de saveurs, plein de couleurs, plein d'épices. Et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est un gâteau cathare qui se fait dans une pâte feuilletée et qui a beaucoup de saveurs. Je vais mettre quelques raisins secs et des dattes. Bon, moi, je suis en Tunisie, hein, donc je connais un peu ça. Ma mère fait beaucoup le couscous. Et ça me rappelle un peu le goût du couscous et avec toutes ces épices, quoi. Le côté exotique de la cuisine cathare s'explique encore une fois par l'énorme brassage culturel de l'Occitanie à l'époque, situé idéalement entre Atlantique et Méditerranée, le long des routes commerciales. Malgré tout, les Cathares étant peu intéressés par les plaisirs de la table, la plupart des recettes qui leur sont attribuées datent d'après leur disparition et sont davantage régionales que cathares. Et on attend. Impeccable. Il est beau. En plus, là, les formes et tout, je trouve qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Après, il faut qu'il soit bon, hein. Des carottes sautées à la poêle, les poireaux, qui est également une recette cathare. Je vais rajouter de la couleur encore avec de la grenade. Après, pour faire la sauce, je mettrai le jus de citron et le miel, ah oui, de Comus. Il y a beaucoup de miel aussi dans les préparations cathare. Jamais, vous n'avez jamais vu un miel comme ça. Jamais, jamais, jamais. Mes oignons. Et que je verse sur ma préparation. Voilà, plusieurs couleurs. Et avec, je sers la roussole. Il y a la viande hachée, la chair à saucisse, l'ail, l'oignon, 3 œufs. Ça fait comme une tortilla, mais c'est pas une tortilla. Et voilà. Ici. Voilà. Pas donner grand-chose. Comme ça, vous voyez. Un peu. Vous allez le goûter, vous allez voir. C'est très bon. Pendant la période des croisades, la cuisine locale s'est sans doute appauvrie, mais la vie continue dans les montagnes ariégeoises. Sur les routes qui mènent à Montségur, les marchands continuent à ravitailler le Castel, malgré la répression des hérétiques. À l'été 1243, alors que les grandes villes occitanes sont maintenant soumises, les troupes croisées se regroupent au pied de Montségur, où se sont réfugiés les derniers cathares, avec comme objectif de mettre ici un terme définitif à l'hérésie. D'ici, nous avons une vue tout à fait spectaculaire, justement, de la montagne de Montségur et de son aspect excessivement, je dirais, défensif, puisque d'ici, on est vraiment au pied d'une montagne
gigantesque, faut s'imaginer donc autrefois cet immense village là-haut. Et il est évident que pour les croisés, ça a dû être une sacrée affaire que d'arriver à encercler finalement toute la montagne, car il était difficile pour cette armée de pouvoir faire un encerclement total. Cet avantage a tourné donc au bénéfice des défenseurs qui pouvaient à ce moment-là descendre à travers des chemins aujourd'hui disparus et permettre de ravitailler la montagne et d'envoyer des messages sous les yeux des croisés. Le siège a donc duré 10 mois et finalement c'est l'un des sièges les plus longs de la croisade. La résistance de Montségur fut totalement héroïque car si les croisés étaient environ au nombre de 3000, la défense de Montségur était composée à peine d'une centaine de chevaliers, sergents d'armes, etc. À la fin de l'année 1243, Montségur, plus peuplé que jamais avec l'arrivée de tous les réfugiés cathares, vit ses derniers instants. Personne, pas même l'évêque, ne se fait plus d'illusions sur l'issue inéluctable de cet affrontement inégal entre les bons hommes et la toute-puissante Église catholique. Après avoir échoué pendant 7 mois de l'autre côté de la montagne, à attaquer les murailles de défense, les croisés ils vont se dire qu'il y a un endroit que l'on n'a jamais attaqué auparavant, c'est celui-ci, au sommet de la falaise. Le roc de la tour, un poste de garde avec probablement une ancienne tour de bois. Ils vont envoyer des hommes aguerris, des gens du coin, des montagnards, donc qui vont être embauchés comme mercenaires et qui, au cours de la nuit, aux environs de la Noël, vont monter dans un petit chemin qui serpente au-delà des falaises et faire irruption dans le roc de la tour, égorger la garnison. Et de ce poste de garde, les croisés petit à petit vont faire monter dessus en pièces détachées le trébuchet qu'ils vont assembler, tailler des boulets de pierre et ensuite commencer à bombarder l'ancien mur du village cathare. Et encore un mois plus tard, Montségur se rend. Le siège aurait sans doute pu tenir beaucoup plus longtemps, les vivres ne manquant pas dans la citadelle. Mais les hérétiques savent que leur fin est proche, et c'est dans l'honneur et la dignité qu'ils comptent rejoindre le bûcher qui les attend. Le 16 mars 1244, on a en tout 225 cathares qui sont prêts à mourir, puisque les inquisiteurs leur ont demandé une dernière fois qui abjure sa foi. On sait par les textes que personne n'a abjuré, tout le monde est prêt à mourir. Et dans la famille du seigneur de Montségur, de Raymond de Péreille, quelques jours avant le bûcher, c'est sa femme Corba qui vient le voir, sa fille esclavement de sa belle-mère Marquiese. Et ces 3 femmes-là, finalement, ont fait leur choix. Elles ont reçu le baptême de l'esprit des mains de l'évêque cathare. Et Raymond de Péreille, lui, finalement, a fait le choix de rester catholique, comme son fils et son autre fille. Et on peut s'imaginer très bien cette scène déchirante où chacun fait ses adieux. Et puis, au petit matin du 16 mars 1244, tout est terminé. Le chef de l'armée croisée rentre, il prend possession de Montségur au nom du roi de France et du pape. Et à ce moment-là, les inquisiteurs sépareront la population en deux. D'un côté, ceux qui vont survivre, les catholiques, et de l'autre, les hérétiques. Eh bien, on peut s'imaginer ce long cortège de 225 hérétiques qui vont descendre par le chemin que les visiteurs empruntent et puis qui va arriver ici, devant cet immense enclos de bois dans lequel on les fait rentrer et puis on ferme derrière eux. Pour construire ce bûcher, les croisés avaient creusé une gigantesque fosse. Dans cette fosse, on avait entassé beaucoup de bois, de fagots pour faire le combustible. Autour de la fosse, on avait construit 4 palissades, des murs faits de pales et de pieux. On sait aussi qu'ils ont jeté donc le feu par-dessus les murs et puis tout le bûcher s'est enflammé. Montségur, c'est vraiment en fait la fin de la structure de l'église hérétique en Languedoc. Ensuite, il reste encore, je dirais, des croyants éparpillés sur le territoire, mais ce n'est plus qu'une question de temps. On a tranché la tête, en quelque sorte, de l'église, et ensuite, ce n'est que, je dirais, la survivance qui subsiste, et donc il leur faudra encore quelques décennies pour pouvoir arriver au bout de ces hérétiques. Quand on est là, eh bien, on a à la fois la montagne qui a connu les cathares, on a juste en face une grotte qui a connu Néandertal, juste après celle du néolithique.
On est finalement au milieu, je dirais en quelque sorte, de l'histoire de l'homme et de la femme. Et ça, d'être dans un périmètre de moins d'1 kilomètre carré avec autant d'histoires si longues, c'est tout à fait extraordinaire, je trouve. Si la durée de cette aventure cathare n'aurait été qu'anecdotique à l'échelle de l'humanité, c'est l'histoire médiévale de la région qui aura permis l'émergence de cette culture unique, encore revendiquée aujourd'hui. Les traces qu'elle a laissées dans les paysages et dans les esprits continuent de parcourir ce pays d'oc libre et sauvage, dont chaque rocher respire encore maintenant la force de son histoire.